Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, un but partout entre Lille et l'Olympique de Marseille hier soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Il est rentré tout fraîchement des terres nordistes où il faisait très très chaud dans les tribunes du stade de Pierre-Mauroy. Non mais je pensais que tu allais faire un enchaînement, il est rentré tout fraîchement des terres nordistes où... Il est rentré tout frais. Non, tout frais. Franchement, on aurait dit Game of Thrones, sérieux, tellement il y avait le mur blanc. Non. C'était un déplacement frisqué par rapport à la période. Comme je disais hier dans le match, j'ai traversé le temps. On était en février hier soir. Bonsoir Jacques Bail. Moi, j'étais bien au chaud avec vous et on a passé une très très bonne soirée. Et de la pizza, bonjour à tous. Non, pas de pizza. On a été, brocoli et chou-fleur. On a été raisonnable. Aujourd'hui, Karim, est-ce que toi, tu préfères retenir ce bon résultat, puisqu'on le rappelle quand même, toute la semaine dernière, on se disait que ce match nul pourrait être un bon résultat pour l'Olympique de Marseille, ou est-ce que tu préfères retenir malheureusement la boulette de Geronimo Rulli qui a coûté les 3 points de la victoire? C'est humain. Au final, le résultat est intéressant. Mais tu dois jamais faire match nul. Et si tu fais match nul, c'est parce qu'il y a eu ce but encaissé, qui est lié à une erreur individuelle de Geronimo Rulli, qu'on a défendu tous les jours de la semaine dernière, et tellement qu'on a parlé de lui, tous, en France, eh bien, presque on peut se dire qu'on y a porté le noir. Il y en a une particulièrement qui est le chat noir. Hein. Oui, mais bon, aujourd'hui, il y a encore, même si la situation reste favorable à l'OM, puisqu'ils ont vraiment leur destin en main, on ne dit pas que c'est simple, hein, mais il faut gagner au Havre et gagner contre Rennes, et tu seras sûr d'être deuxième. Par contre, si tu avais gagné hier, avec une victoire au Havre, tu étais déjà prêt à faire la fête sans trop de pression pour le samedi 17 mars. Et là, il va falloir que tu restes vraiment sous tension, concentré. On ne sait jamais, hein. Regardez les gars, je vous l'avais dit, hein, chaque week-end, il y en a un qui tombe. Le week-end d'avant, c'était Monaco au Havre, match nul. Là, ça a été Lyon contre Lens à domicile. On l'avait même pas vu arriver. Donc, il va falloir rester vraiment concentré. Donc, c'est sûr que le résultat est pas mauvais. Mais tu peux pas te satisfaire de ce résultat quand tu as été autant supérieur à l'adversaire hier et que tu as marqué un but déjà pour ouvrir le score. Moi, je vais faire l'optimiste de service. Voilà. Je vais faire l'optimiste de service parce que hier soir, j'ai vu une belle équipe. J'ai vu. Ça veut pas dire juste. Ça veut pas dire que je ne suis pas optimiste. Oui, je dis juste. Il m'a demandé est-ce que tu es plus. Je préfère retenir ça ou ça. Alors et moi je vais faire celui qui est content. D'accord. Pourquoi je suis content? Parce que quand tu vois le match que tu as fait hier soir contre une belle équipe lilloise, il faut le souligner. On l'a dit tout au long de la retransmission, une équipe qui a fait un beau parcours en Champions League. On se rappelle que l'OM à Monaco a été transparent, translucide. Hier soir, j'ai vu une équipe équilibrée. J'ai vu de très très bons joueurs. Tout le monde à son poste, avec une identité, avec du caractère. Et ça me rassure. Ça me rassure qu'on soit capable d'être là dans ce genre d'événement. Les 2 matchs qui vont arriver, ils sont cruciaux, d'accord ? Mais le fait que tu aies fait ce match-là, ça te permet de les aborder différemment. Le coach, il sait que ces joueurs, ils sont là. Ils ont les capacités et le mental pour résister à cette pression qui va arriver. Hier soir, les gars, ils ont rien fait, les Lillois. Ils ont rien fait. Après, évidemment, si tu veux ce scénario, si tu le mets à l'envers et que tu égalises dans les dernières minutes, tu te dis mais c'est exceptionnel. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est pas malheureusement ce qui. Mais tu vois que tu peux être content avec un match nul aussi. C'est selon le scénario du match. Donc oui, on peut être déçu, évidemment, parce qu'on les a écrasés. Ils ont rien eu comme occasion et tu te dis putain, s'il n'y avait pas eu cette bêtise de Rulli, on serait revenu avec la victoire. Mais bon, c'est comme ça le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Ouais, mais du coup, j'enfonce un petit peu plus le clou. Je pense en toute honnêteté que l'OM va se qualifier en Ligue des Champions et l'OM va finir deuxième. Mais c'est vrai que, je sais pas, dans la vie, il y a des gens qui aiment se compliquer les choses et avoir un joli dénouement à la fin. Et nous, quand on voit que l'OM a eu une marge
assez large au mois de février, par exemple, pour pouvoir aborder les 10 derniers matchs tranquillement, et qu'à un moment donné, ils ont eu cette série terrible de 5 défaites en 7 matchs. Là, tu n'avais pas besoin de ça. Même si je suis d'accord avec Jacques, quand tu prends le contenu du match, tu es vraiment très au-dessus, et tu as fait un match de niveau Ligue des Champions. Pour moi, ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas fait un match aussi consistant, notamment à l'extérieur, contre un concurrent direct. Même à un moment donné, quand Gouiri a marqué et qu'il y a eu plusieurs opportunités ensuite de planter le deuxième, franchement, je me disais, il ne peut y avoir qu'un coup du sort, ou un coup de pied arrêté, quelque chose comme ça, pour remettre les Lillois en selle. Le stade était totalement éteint, et d'un coup, tu as rallumé la lumière. Et -2, tu en prends une deuxième 2 minutes plus tard sur la frappe de Jonathan David. Ça aurait pu être terrible. Au final, c'est un partout. C'était un résultat qui était intéressant parce qu'il te permet de rester seul deuxième de Ligue 1, mais j'aurais préféré que tu aies une marge beaucoup plus conséquente avant les 2 derniers matchs, pas pour aller au Havre en tongs et en short, mais pour te dire, on ne sait jamais s'il y a une embrouille, parce que les arbitres, par exemple, sont toujours un peu dans la nasse, s'il y a un petit coup de moins bien, ou que toi, tu sois un peu moins en forme, ou que Le Havre, qui va jouer sa survie en Ligue 1, comme ils l'ont fait à Auxerre, pour aller marquer un but dans le temps additionnel, pour aller chercher la victoire, eux, à Auxerre, ils l'ont fait. Je me dis, c'est quand même, c'est une lapalissade, hein. Et qu'est-ce qu'on préfère ? Avoir 2 points de plus ou 2 points de moins aujourd'hui ? On préfère avoir 2 points de plus. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Troisième match nul de la saison face à Lille. Et premier match nul à l'extérieur cette saison. Absolument. Bon résultat, bon pronostic surtout de Karim. Dommage. Tu étais nettement plus optimiste, Jaco. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, en particulier, dans le détail? Quelles sont les prestations qui t'ont le plus plu hier soir? Alors, hier soir, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Si tu me parles au niveau tactique, on ne s'en rend même pas compte, on les a bouffés. Au niveau tactique, Genesio a été surpris par la tactique de Roberto De Zerbi. Au niveau défensif, on a été robuste, on a été costaud. J'ai vu un milieu de terrain très intéressant, avec un Benasser qui fait une belle première mi-temps, remplacé à juste titre à la mi-temps par rapport à son corton jaune. L'entrée de Valentin Rongier est très intéressante. Adrien Rabiot, encore étincelant. Amine Gouiri, buteur. Un Greenwood sur le côté, encore une fois, qui a fait de belles choses, et très intéressante. Donc après, je ne parle pas de Luis Enrique qui a été, lui, malheureusement, transparent. Ça m'a pas plu du tout. Ça, il va falloir en tenir compte. Le coaching est intéressant. Si tu veux, moi, sur le coaching de départ et les remplacements, je vais mettre 8 sur 10 de Roberto De Zerbi. Je lui mets pas 9, parce que je pense que j'aurais pu sortir, moi, Luis Enrique un petit peu plus tôt pour faire entrer Jonathan Rowe. Après, voilà, il y a eu une métamorphose de la part des Olympiens. Quand tu le vois, cet état d'esprit, des gens qui courent, ces visages, ces courses, ces regards, ces encouragements. Il y a vraiment une osmose dans cette équipe, les gars. Et ça, c'est important pour les 2 matchs qui restent. Imagine-toi que tu fais même une victoire là-bas et que les 2 matchs, tu les fais pourris parce que c'est tiré par les cheveux. Là, on est en train ça commence à ronronner. Tu vois de belles choses. Tu vois cette défense qui t'équilibre l'équipe, Marc. C'est important. Geoffrey Kondogbia, dans le rôle qui lui est attribué maintenant dans cette défense à 4, il est important. Quand tu le fais à 3, il nous a fait peur. Il dézonnait, il n'est pas assez rapide. Là, il a été, en cette deuxième mi-temps, mais il a été vraiment le gardien de cette défense à côté de De Zerbi. Donc voilà, beaucoup de choses m'ont plu. Jaco parlait de tactique, justement. Il y a eu un petit jeu de chat et la souris en début de match. Effectivement, l'incertitude de revenir sur une défense avant le match oui. plutôt, sur le retour d'une défense éventuelle à 3, finalement, fausse route, puisqu'on est resté à 4, et comme disait Jaco, pour un bon équilibre. Mais c'était rigolo, parce que je le racontais dans l'avant-match, à chaque fois, lors de l'échauffement, il y a toujours un moment où les défenseurs, où les joueurs zone par zone travaillent ensemble. Hier, ça n'a pas eu lieu. Donc, mis à part si un gars de Lille est allé voir un gars de l'OM en disant « Oh frérot, vous jouez comment alors ? À 4 ou à 3 ?» Eh ben, il ne savait pas du tout. Et
indépendamment de cette différence qui est notable, de jouer à 4 à plat ou de jouer dans une défense à 3 avec les deux pistons. Déjà, Lille a démarré le match avec Jonathan David, qui était une sorte de 9,5, c'est pas son meilleur poste, je pense, et Akpom était muselé par le duo Balerdi et Kondogbia. Mais surtout, De Zerbi a surpris Genesio avec le positionnement de Rabiot. Parce que Rabiot a joué comme un 10. Oui. Parce que hier, pour moi, t'as pas joué en 4-3-3. Tu as joué en 4-2-3-1. Avec Luis Enrique à gauche, Greenwood à droite, et Rabiot qui était derrière l'attaquant. Régulièrement, le premier pressing, il était effectué par Gouiri et par Rabiot. Bon, déjà, ça veut dire que Rabiot, qui joue quasiment tout le temps 90 minutes, c'est qu'il est vraiment dans la forme de sa vie sur le plan physique. C'est un monstre. Techniquement, il est quand même très, 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 très au-dessus. Et en vrai, on se rend compte que les semaines avançant, il a vraiment le profil, même si beaucoup d'observateurs, de supporters, d'amoureux du football l'adorent dans un rôle de premier relanceur de base, relayeur. Eh bien, il a un profil pour jouer offensif, très offensif. Il donne des ballons de but. Tu le découvres, ce nouveau poste, évidemment. Bien sûr, mais bon, quand tu vois la qualité technique, impressionnant. Impressionnant. Je me doutais pas, moi, qu'il pouvait répéter les efforts avec autant d'intensité et de vitesse. Et techniquement, c'est le plus juste. C'est le plus juste. Le ballon qu'il donne à Gouiri, la semaine dernière, déjà, il en donne un. Il décale aussi Greenwood sur le but qui est donné finalement à Chardonnay. Tu vois, il est toujours dans les bons coups. Donc, je pense que ça a un peu désarçonné Lille. La preuve, Lille a changé à la mi-temps. L'OM a changé après le but encaissé. On a eu des moments où Heubière est venu jouer troisième défenseur central et où on a demandé à Murillo et ensuite à Merlin de prendre un petit peu plus ce couloir. Mais bon, c'est vraiment une belle guerre tactique. Et comme Genesio nous avait beaucoup embêtés au mois de décembre en championnat et au mois de janvier en Coupe de France, je trouve que ça équilibre un petit peu les débats sur la stratégie des deux coachs. Tu sais, Karim, quand on parle du 4-3-3, du 4-4-2, appelle comme tu veux, il y a aussi le choix des joueurs. C'est important. Parce que souvent, les gens, ils parlent que de ça. Mais selon le joueur que tu mets au poste, on va parler, par exemple, du latéral gauche, qui s'appelait hier soir Ulysse Garcia, qui a commencé. Quelle est la différence de Garcia et de Quentin Merlin ? Il aurait peut-être occupé ce poste, Quentin Merlin, mais Ulysse Garcia, défensivement, pour moi, est beaucoup plus costaud, beaucoup plus robuste. Après, Quentin Merlin est rentré en cours de match pour pouvoir apporter offensivement un petit peu plus sur le couloir. Donc, il y a aussi le choix des joueurs qui te permet d'avoir un bon système. J'extrapole. Tu me mets à moi dans le 4-3-3. Tu prends des exemples, Jaco. Non, aussi, mais toi. ce que je veux te dire, c'est que c'est pas du tout le même. C'est pour te donner. Ah oui. Les différences. Non, mais dans le 4-3-3, toi tu es le 3 du coup. Voilà, ou le 13. Le 13. Non, mais tu comprends, c'est aussi un choix. Le système, il est là, mais le choix des joueurs te permet aussi d'être performant. C'est aussi ça. La nouveauté de voir un Adrien Rabiot, tout le monde est surpris. Moi, le premier, parce qu'on n'a jamais vu jouer à ce poste. Et aujourd'hui, on découvre que Roberto De Zerbi lui a fait confiance à ce poste-là, et il a compris que lui, il avait les qualités requises pour pouvoir jouer à ce poste-là. Donc c'est une découverte pour tout le monde, et c'est une très très belle découverte. Le choix des joueurs, c'est aussi celui de titulariser Ismaël Benasser. On en parlait la semaine dernière en se disant que Valentin Rongier était un peu moins bien ces derniers temps. Titularisation d'Ismaël Benasser, remplacé par Valentin Rongier, à l'arrivée, comme disait Jaco tout à l'heure, très bonne mi-temps des deux joueurs. Bonne mi-temps de Benasser, pas très bonne, parce que tu étais obligé quand même, c'est toujours pareil. Je sais que Jaco, il analyse avec sa science du football, mais aussi avec sa sensibilité. Voilà, je vais être un petit peu plus froid. Donc Benasser a fait de très belles choses. Il a fait de très belles choses. Par contre, il fait 2 erreurs. Et les 2 erreurs, elles peuvent coûter cher, parce que à vitesse réelle, j'avais pas vu la gravité de la faute qu'il fait. Franchement. Si tu tombes, si c'est l'homme de prénom, par exemple, qui t'arbitre, Benoît Bastien, il peut mettre rouge. Hein. Oui. Franchement, Clément Turpin, rouge, et il envoie directement à la prison de Lille. Donc, incarcération. Non, mais ce sont des. Il lui manque encore ce petit truc parce qu'il touche encore beaucoup le ballon. Il le touche plus que les autres, plus qu'Heubière, plus que Rongier. Il se retourne. Et c'est vrai que la première fois, donc.
il se fait bousculer. Mais bon, l'arbitre ne siffle pas. Et c'est un arbitre. À un moment donné, il n'y avait pas d'arbitre. Donc pendant le match, c'était joué comme au quartier. On verra s'il y en a un qui se casse la jambe, on arrête le jeu. Mais la deuxième fois, sur le côté, où moi je dis que ses collègues, ils ont le droit de lui parler aussi, il a une posture dos au jeu face à ses cages, où au lieu de remettre en retrait, ce qui nous énerve souvent, mais il prend le risque de vouloir se tourner. Et malheureusement, c'est pour ça que je dis, c'est une bonne première mi-temps dans l'ensemble, parce qu'il a fait quand même pas mal de bonnes choses, mais honnêtement, c'est obligé de le sortir par rapport au carton jaune orangé. Et Rongier a répondu aux attentes et à nos critiques, qui étaient justifiées, où il avait été moins bien sur les 2 derniers matchs. Pourtant, tu avais gagné 5-1 et 4-1. Il n'avait pas été aussi bon que... Et donc là, il a montré que son utilité au milieu quand il est rentré. Si vous voulez, tout le monde... C'est pour ça que quand Balerdi aussi était en difficulté, les gens tombaient dessus. Moi, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est la qualité de Bennacer. Ça va de mieux en mieux. On sait tous, on le répète tous les jours, que c'est un très très bon joueur. Il va mettre du temps à s'adapter à la méthode de Zerbi, comme mettent beaucoup de joueurs à s'adapter. C'est une méthode assez atypique, surtout au milieu du terrain, parce qu'il découvre un nouveau rôle qu'on lui attribue. Donc il faut quand même lui laisser le temps de comprendre ce système-là. Alors, ce que je veux qu'on remette en avant, c'est sa qualité de passe. Quand il donne cette passe à Adrien Rabiot contre Brest, tu as vu ce lécher de ballon dans la course. C'est ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que, oui, il a fait des erreurs, je vous l'accorde. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est que le potentiel, les capacités, les qualités qu'a Bennacer, il y a des joueurs qui sont au bout, qui ont un plafond de verre et qui ne peuvent pas aller au-dessus. Vous verrez qu'au fil du temps, on va comprendre ce qu'il est en capacité de nous apporter. Et une fois qu'il sera bien, on va dire, ouais, putain, finalement, il est vraiment bien, ce mec. Encore un but d'Amine Gouiri. 4 buts en 2 matchs. 8 buts en 12 matchs et 3 passes D, même si la Ligue chipote sur la passe D de Lyon. J'ai regardé un peu les stats de Balotelli sur sa demi-saison quand il est arrivé en 2018-2019. C'était 8 buts en 15 matchs, 0 passe D, une expulsion et 5 cartons jaunes. Et par contre, Arek Milik a marqué 9 buts en 15 matchs, mais 3 pénaltys. Oui, j'ai tout lu. Avec une passe D. Et là, Gouiri, il lui reste 2 matchs encore pour scorer, mais il est impactant dans le jeu. Oui. Il n'y a pas que le fait de marquer des buts qui sont importants, parce que le triplé la semaine dernière, il te permet de gagner le match. Le but d'hier, il aurait dû te permettre de gagner le match. On se souvient de ses 2 passes décisives à Angers aussi pour aller gagner le match de 2-0. Donc il est quand même décisif. Et je crois que c'est le joueur le plus décisif sur les 12 premiers matchs de sa carrière à l'OM de l'histoire. Mieux que Drogba. Ah oui. Mieux que Drogba. Donc c'est quand même important. Et c'est vrai que dans le jeu, il fait beaucoup de bien parce que il a une qualité technique qui est très très au-dessus de la moyenne. Et même quand on le voit pas énormément comme ça a été le cas en première mi-temps, il t'aide. Il t'aide à jouer en appui, à garder les ballons et à créer du danger. Il y a toujours 2 défenseurs autour de lui et c'est vraiment une bonne chose. Je pense que c'est la meilleure recrue du mercato. Pour finir, Gouiri, la différence avec Neil Mopé qui occupait son poste, aucune capacité à se jouer dos au jeu, à tourner, à récupérer, à faire un bon contrôle et l'orienter vers l'avant. Neil Mopé ne sait pas le faire. Lui, il le fait exter. Il a des qualités, en plus devant les cages, une adresse, une technique. Je suis désolé, aujourd'hui, Neil Mopé est très très loin derrière Amine Gouiri. Mais il n'est pas rentré. Voilà, mais techniquement, tactiquement... Neil Mopé a beaucoup d'énergie, tout ce que tu veux, mais on ne peut pas comparer ces 2 joueurs. Non, et ça n'enlève rien à ce qu'il a apporté cette saison. Exactement, il était là au bon moment, on en avait besoin, il a été utile. Là, aujourd'hui, Amine Gouiri, il est plus que performant. Moi, je me régale. Quand tu vois ce ballon, quand il arrive, il est attaché, il est scotché, il n'y a jamais un mauvais contrôle. Et quand il te le rend, c'est un cadeau. Il y a même le nœud, c'est-à-dire que le ballon, il est beau. C'est aussi ça, Marc, la qualité du contrôle,
la qualité de la passe que tu donnes à ton collègue. Combien de fois je voyais des saucissons, le mec tu lui donnes une saucisson, il te rend une autre saucisson. Eh ben tu peux pas faire le même contrôle, tu peux pas faire la même contre-attaque. Gouiri, quand il récupère le ballon, on se rappelle de ces joueurs-là, on appelle ça des machines à laver. Il te rend le ballon propre. Quand tu le reçois, tu peux être performant grâce à ça. L'Olympique de Marseille a récupéré hier soir sa 2e place. Du coup, est-ce que vous considérez tous les deux que cette petite mise au vert italienne, pour l'instant, est plutôt un succès? Et est-ce qu'elle va se poursuivre d'ailleurs, cette mise au vert? Tu peux pas dire que ça n'est pas un succès, parce que j'ai l'impression qu'ils ont bien travaillé, notamment tactiquement, parce qu'on a vu des choses qu'on ne voyait plus depuis longtemps. On a quand même vu, après Monaco, même si c'était Montpellier, il y avait déjà quelques améliorations qu'on a pu voir aussi un petit peu plus durablement contre Brest, avec une deuxième mi-temps plus maîtrisée, un peu de folie en première mi-temps, même si Brest, il faut prendre en considération le niveau de l'adversaire aussi, hein. Brest qui recevra Lille la semaine prochaine et qui pourrait pourquoi pas aussi aider l'OM et certains clubs dans la lutte. Donc oui, je pense que c'est vraiment positif. Et hier soir, Roberto De Zerbi a surpris un peu tout le monde, hein, puisque quand la question lui a été posée, alors il a fait une petite boutade, il a dit on va partir à New York. Donc là, c'était un peu moins rigolo, mais en sachant que c'était pas possible, là, tu vas pas, parce qu'il y a des gens qui l'ont pris au premier degré, et ce sont les joueurs entre guillemets qui ont tranché. Et c'est vrai que dans une semaine où tu vas rejouer, là ils sont en repos aujourd'hui, ils vont reprendre demain, avec un match le samedi au Havre. Je pense qu'ils vont s'exonérer de faire encore deux déplacements, en sachant qu'ils n'étaient pas rentrés. Là, ils sont partis de Rome directement à Lille samedi soir. Donc ça fait un peu beaucoup. Et je pense que les joueurs se responsabilisent et vont montrer que tout le bénéfice de ce retiro et tout le bénéfice d'une semaine à la commanderie maintenant. Ça a été très utile en tous les cas. Dernière question, comme disait Karim tout à l'heure, l'Olympique de Marseille a toujours son destin entre les mains ou entre les pieds, et c'est peut-être le plus important à 2 journées de la fin. Bien sûr, c'est la plus grande des choses, ça. C'est-à-dire que tu n'attends pas les résultats des autres. Si tu fais les résultats toi, ce qu'ils font les autres, parce que tu t'en fous. Donc voilà, tu regardes devant et tu dis à tes joueurs, les gars, vous avez votre destin entre vos pieds. Donc à vous d'être performant, c'est important, c'est essentiel pour la suite de la compétition. Quand tu as des adversaires qui te collent aux fesses, et avoir le destin entre ses mains, à faire des résultats, moi je pense que c'est la plus belle des choses, surtout qu'il reste que 2 matchs. Que 2 matchs. Et on a fait hier soir, je le répète, encore une fois, mesurons ce que nous avons fait hier soir, c'était un grand match contre une belle équipe de football. Allez, Le Havre, Olympique de Marseille, ça sera samedi soir à partir de 21h05, en direct sur Maritima, bien évidemment. J'avais pas capté le 05. Oui, c'est 21h05. Je croyais que le multiplex, il était à 21h pour tout le monde. Non. Mais nous, on passe après, oui, il y a un fuseau. en 5 minutes. Il y a un fuseau horaire en particulier au Havre. Non, mais c'est peut-être toi qui as raison. Hein. Mais allez, 21h, on va pas chipoter pour 5 minutes. Tu m'énerves quand tu fais ça. 5 minutes de plus ou de moins. Il est dingue, lui, sérieux. Il me dit 21h05, je suis pas au courant. Excusez-moi. Tu démarres 5 minutes après. Il faut pas que j'arrive en retard. Allez, 21h pour ce Le Havre Olympique de Marseille. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Le replay vidéo bien sûr sur maritima.fr, Maritima TV et sur la chaîne YouTube Maritima Média. À demain 18h.